Bonjour à tous, dans cette vidéo nous n'allons pas juste voir l'histoire du F-35, car elle a déjà beaucoup été relayée, mais nous allons comprendre pourquoi il a été choisi, plutôt que le X-32, son concurrent de chez Boeing. Nous allons voir que cette décision prise par le Pentagone est expliquée en fait par un choix technique pris par Lockheed Martin et pas Boeing, ce qui a donc scellé le sort du X-32 de chez Boeing. Vous avez été nombreux à me demander mes sources, donc je vous les mets dans la description. En 2001, le Pentagone choisit l'avion qui va devoir équiper l'US Navy, l'US Marine et l'US Air Force, et également une dizaine de pays alliés pour les 50 prochaines années. C'est le plus gros contrat de l'aviation militaire de tous les temps, avec une enveloppe de 400 milliards de dollars. Deux enseignes s'affrontent donc. D'un côté, Lockheed Martin, qui vient de produire le F-22 Raptor, l'avion furtif le plus abouti jamais construit, et Boeing, leader de l'aviation civile, mais qui n'a jamais eu besoin de faire ses preuves sur le militaire également. Alors comme ça, on peut se dire que le combat est assez équilibré, mais on va vite voir que ça ne l'est pas du tout. L'un des deux avions ressemble à un avion furtif, l'autre ressemble plutôt à un oiseau qui aurait avalé un réacteur. On lui a même donné plusieurs surnoms comme le tétard. Et pourtant, celui qui a gagné ne l'a pas fait car il était plus joli que l'autre. Il a gagné grâce à un pari technique. Le Joint Strike Fighter, un programme lancé au milieu des années 90. L'idée était, au lieu de fabriquer plusieurs avions pour plusieurs besoins, on allait fabriquer un seul avion et le décliner en 3 versions, donc pour l'US Air Force, l'US Navy et l'US Marine. La version de l'Air Force est la moins complexe. Le décollage s'effectue sur piste classique, donc assez longue. La version Navy doit résister à l'appontage, donc avec une structure plus renforcée. Et la version Marine, la plus complexe, doit être capable de décoller de pistes courtes et d'atterrir comme un hélicoptère. Le Pentagone donne 750 millions de dollars aux deux enseignes pour construire deux démonstrateurs et prouver qu'ils ont le meilleur projet et les avions les plus aboutis. Interdiction d'utiliser leur propre argent, car cela pourrait mener à une faillite de l'une des deux entreprises, qui est quand même un leader sur le marché. Mais la partie majeure de cette histoire, c'est le développement. Faire décoller un avion de chasse à la verticale, c'est pas nouveau. Le Harrier britannique le fait depuis les années 60. Mais le Harrier, c'est un assez mauvais exemple, car il est lent et pas furtif. Le JSF, donc le Joint Strike Fighter, lui doit faire les trois. Et c'est quelque chose que donc personne n'avait fait jusque-là. La solution de Boeing. Le réacteur principal redirige tout le flux d'air vers le sol au moment de l'atterrissage à l'aide de tuyères orientables. C'est plus léger, on a moins de pièces mobiles, on veut minimiser le risque. Mais il y a un problème physique qui va être difficile à contourner, c'est que l'air chaud, redirigé vers le bas, va frapper le sol et remonter dans l'entrée d'air. Le moteur va donc aspirer son propre souffle, qui va être très très chaud, voire même brûlant, et il va donc perdre la puissance au moment où il en a le plus besoin. La solution de Lockheed, au lieu de rediriger le flux du réacteur, Lockheed installe une immense soufflante, comme un ventilateur juste derrière le cockpit. Ce ventilateur ne va pas avoir sa propre motorisation, puisqu'il va être entraîné par le réacteur lui-même. Il va donc aspirer de l'air frais venant du dessus, et le rediriger vers le bas, pendant que la tuyère arrière, elle aussi, pivote pour aller vers le bas. On va donc avoir deux sources de poussée verticale, mais moins de risque de surchauffe pour le réacteur. Alors oui, ça rend le système beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, et même un ingénieur de BAE Systems, un partenaire de Lockheed, dit lui-même que personne n'avait jamais réalisé un système de propulsion aussi complexe et aussi intégré que celui-là. Boeing construit donc ces deux démonstrateurs, le X-32A et le X-32B, et enchaîne plus de 140 vols d'essai entre 2000 et 2001. L'avion vole bien, atteint un Mach 1.6, ravitaille en vol, tire des missiles. Le principal pilote d'essai dira lui-même que l'avion est très maniable, mais sur un point précis, le X-32 échoue. Il n'a jamais réussi à décoller court, à passer en supersonique et à atterrir en configuration verticale en un seul vol. Le X-35, lui, l'a fait. Décollage sur moins de 150 mètres de piste, passage en supersonique, puis atterrissage en configuration verticale. Et tout ça en un seul vol continu. Et c'est exactement cette démonstration qu'on voulait voir et que Boeing n'a tout simplement pas pu montrer. Le 26 octobre 2001, le secrétaire de l'Air Force annonce la décision. Lockheed remporte le programme JSF. Et le X-35 devient le F-35 Lightning II. Dans les faits, Boeing a choisi une solution la moins risquée et pariait que ça allait suffire. De l'autre côté,
Lockheed a choisi une solution beaucoup plus risquée. Le Pentagone lui-même a reconnu que le système de Lockheed était beaucoup plus risqué, mais que sa technologie, une fois maîtrisée, valait ce risque. En fait, la solution la moins dangereuse s'est révélée en l'étudiant être la plus dangereuse, car elle ne résolvait le problème qu'à moitié. Le F-35 est aujourd'hui l'avion de combat de 5e génération le plus produit dans le monde, en service avec l'US Air Force, l'US Marine et l'US Navy. Le X-32, lui, est exposé dans un musée. Mais le pire pour un avion, c'est pas de perdre un concours, c'est de le gagner, mais de s'écraser une fois sur deux. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout.